qui va m'accompagner aujourd'hui, qui est blogueur sur Pourquoi entreprendre, qui a également écrit un livre avec plusieurs collègues sur les soft skills, donc un petit peu les compétences. Comment tu peux expliquer ça rapidement ? Les compétences que vous, entrepreneurs, utilisez tous les jours, tout le temps, qui ne sont pas des compétences techniques, mais qui sont comme la créativité, la gestion du stress, l'adaptabilité. Et finalement, toutes ces compétences qui vous permettent également de mieux communiquer. Hier, on a fait par exemple une présentation sur le pitch et les compétences oratoires. Donc voilà, donc ce sont toutes ces compétences-là qu'on a compilées dans le livre Le Réflexe Soft Skills aux éditions Duno. Et je profite de cette slide de remerciements. Donc nous, on fait à l'envers. Hein. On commence par les remerciements et après on conclut par les questions. Donc j'en profite pour remercier le salon et remercier Rémi de m'avoir invité pour pouvoir vivre cette expérience avec vous aujourd'hui. Donc pour ma part, je m'appelle Rémi Bigot. Si vous ne me connaissez pas, j'accompagne des entreprises depuis 2003 sur le marketing. Donc je les aide à trouver des clients. Et aujourd'hui, on va essayer de vous aider donc à trouver et surtout à convaincre des blogueurs et des journalistes de parler de votre entreprise, parce que je pense que c'est important pour vous de pouvoir faire parler de vous et d'avoir de la publicité gratuite autour de votre activité. Ça va vous permettre de développer vos affaires. Alors justement, pour bien commencer, on va commencer avec ce qu'il ne faut pas faire. Alors là, j'aimerais mettre un carton rouge. Littéralement un carton rouge à certains d'entre vous, peut-être pas d'entre vous, mais en tout cas des gens que... malheureusement, moi je suis blogueur également depuis 4 ans, 5 ans maintenant, et je reçois tous les jours des dizaines, voire parfois certains jours plusieurs dizaines d'emails d'entreprises ou de startups qui me disent « J'ai un super produit, je suis le meilleur, je suis le plus beau, est-ce que vous allez parler de moi aujourd'hui, maintenant, tout de suite ?» Et là j'ai envie de mettre un carton rouge parce qu'il y a énormément de mauvaises pratiques qui se font tous les jours. Et tout ce qu'on a envie de faire, nous, très clairement, qu'on soit blogueur ou journaliste, c'est de dire « désolé, on n'est pas intéressé » et de vous mettre dans la corbeille. Et c'est un peu pareil par téléphone, parfois on est un petit peu littéralement agressé, enfin je ne sais pas si ça t'est arrivé Jérôme, mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Des gens qui sont vraiment un petit peu agressifs, qui ne s'intéressent absolument pas à ce qu'on fait, qui n'en ont rien à faire, pour être clair, et qui essayent quand même de vouloir, d'essayer de nous utiliser, entre guillemets, pour faire parler d'eux. Et là, je voulais vraiment mettre un carton rouge à ça. Alors, il y a plusieurs choses, hein, on peut le voir dans la suite. Alors ça, c'est quelque chose d'assez incroyable. Est-ce qu'on peut être sérieux ? Alors, je sais que je peux paraître un petit peu efféminé parfois, je suis désolé. Mais voilà, on m'envoie souvent ce genre d'email à l'attention de Mademoiselle Rémi Bigot. Ça arrive très régulièrement. Donc, je vous laisse imaginer un peu l'impact que ça peut avoir sur mon ego, parce que j'ai un ego surdimensionné en tant que blogueur. Et c'est un petit peu difficile aujourd'hui. Voilà, donc je voulais vous dire, faites attention à ce que vous faites. Parce que là, typiquement, comment voulez-vous que cette personne, je lui réponde ? Alors, je vais peut-être le faire si vraiment je suis dans un moment de grande bonté. Je vais comprendre, on va dire, je vais essayer de voir s'il y a vraiment quelque chose d'intéressant, mais en réalité, j'ai qu'une envie, c'est de supprimer l'email au plus vite. Et des exemples comme ça, qui paraissent pourtant être du bon sens le plus sommaire, je pourrais en lister des dizaines. On m'envoie énormément d'informations qui ne sont pas du tout personnalisées. On ne sait même pas qui je suis parfois, on ne sait même pas de quoi je parle. On m'envoie des informations sur des aspirateurs alors que je parle de marketing et d'écologie sur mes différents blogs. Bref, il y a vraiment des questions à se poser là-dessus. Donc si vous vouliez, ce que je vous invite à faire, c'est essayer de faire les choses déjà consciencieusement, essayer de vous poser les bonnes questions surtout. Comment je vais aller contacter ces blogueurs que j'ai listés, qui peuvent être intéressants pour mon activité, et comment je vais les contacter correctement et de façon honnête et sympathique. Alors pour compléter un petit peu ce que tu dis, justement, je rajouterai une petite touche soft skills par rapport à tout ça. C'est tout simple, c'est faites preuve d'empathie, tout simplement dans ces moments-là. Enfin, quand je dis vous, c'est les entrepreneurs de manière générale, lorsque vous êtes dans une démarche donc relationnelle, digitale, parce que c'est ça c'est ce dont on parle aujourd'hui, c'est du networking, mais sur Internet, donc à travers le mail, là en l'occurrence, ou d'autres leviers. Mais ça fonctionne de la même manière sur les réseaux sociaux, sur Internet, que lorsque vous êtes en présentiel. Donc je ne fais que... je suis totalement d'accord avec toi lorsque tu dis que c'est du bon sens. Vous n'allez pas parler à une personne, lorsque vous allez vous adresser à une personne, vous allez le faire, comme dit Rémi, consciencieusement et avec respect, en s'intéressant à l'autre, plutôt que d'essayer d'y aller en bourrin et en tentant justement d'avoir de la pub gratuite pour essayer d'exploiter un site qui pourrait avoir beaucoup d'audience. C'est tout à fait ça, et je peux vous confirmer que ça ne fonctionne absolument pas, donc évitez vraiment ça. Donc là, on a vraiment vu quelques exemples un petit peu de ce qu'il ne faut absolument pas faire. Maintenant, on va essayer de voir un peu ce qu'on peut faire pour vraiment obtenir des résultats. Donc la première chose, c'est que je vous invite vraiment à vous préparer. Beaucoup d'entreprises sont mal préparées à essayer de communiquer. Elles ne savent pas de quoi parler.
Elle se présente, c'est vrai que la plupart du temps, c'est « nous sommes les premiers, nous sommes les meilleurs, nous sommes les plus gros, nous sommes les plus beaux ». J'ai l'impression que toutes les entreprises sont les premières de leur marché. Vraiment, quand j'écoute les gens, elles sont tout le temps comme ça. Et honnêtement, qu'est-ce que j'en ai à faire concrètement? Moi, ce que j'ai envie d'apporter à mon audience, c'est quelque chose de qualité qui va les intéresser, qui va les passionner, qui va leur donner de l'information qui vont les aider eux. Donc je me moque un petit peu de la taille de votre entreprise, du nombre de salariés que vous pouvez avoir, des peut-être potentielles levées de fonds que vous avez faites. Alors il y a certains médias qui vont parler spécifiquement des levées de fonds si vous devez en faire, là oui. Mais dans mon cas personnel, ça n'a absolument aucun intérêt. Donc préparez-vous, essayez de lister les gens de manière un petit peu consciencieuse également, c'est-à-dire ne pas taper un petit peu à tous les râteliers. On voit beaucoup trop de gens essayer d'envoyer des communiqués de presse un peu identiques à tout le monde, de façon ridicule en fait, que ce soit au niveau local ou national. Essayez de vous concentrer, de vous préparer un petit peu mieux, de vous entraîner à apporter de la valeur ajoutée aux blogueurs et aux journalistes que vous allez contacter. Donc ça, c'est vraiment le premier point important. Le deuxième, justement, voilà, c'est vraiment l'ego. Donc, beaucoup trop d'entreprises se mettent au-dessus de la masse, on va dire, au-dessus des autres, alors qu'elles sont dans un écosystème et qu'elles devraient l'utiliser, cet écosystème. Donc au lieu de dire « on est les meilleurs, on est les plus beaux », qu'est-ce qu'on apporte réellement de nouveau, de différent, et qu'est-ce que, en tant qu'entreprise, moi je vais apporter à vous, blogueurs, et à votre audience. C'est vraiment ça, donc je pense que tu es d'accord aussi là-dessus, Jérôme, tu as eu pas mal de cas aussi dans le... En fait, oui, c'est exactement ça, et c'est exactement de cette manière que les journalistes fonctionnent. Un journaliste, vous n'allez pas lui vendre votre entreprise, à moins que ça peut être un client. Mais on ne vend pas un projet, une idée, un concept à un journaliste ou un blogueur comme si vous le vendez à un prospect ou un client. Ce n'est pas le même discours. Qu'est-ce que recherche un journaliste ? Comme tu disais, il recherche vraiment quelque chose à raconter à sa communauté. Et c'est en étant dans cette attitude-là, d'empathie, dont on parlait tout à l'heure, que vous allez pouvoir vraiment trouver des atomes crochus, vraiment captiver un journaliste ou un blogueur. Une journaliste ou une blogueuse également. Bien entendu, pas de sexy. Et du coup, j'en profite pour aller sur un autre point qu'on avait abordé plus tôt. C'est justement d'humaniser tout ça, d'avoir de vraies relations interpersonnelles avec votre interlocuteur et pas donc de parler à quelqu'un qui est en poste. Voilà, vous ne parlez pas à un dirigeant, vous ne parlez pas à un blogueur, vous ne parlez pas à un journaliste, mais vous parlez à une personne. Vous parlez à Rémi, vous parlez à Liv, qui est aussi une blogueuse, vous parlez à des vraies personnes. Oui, c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas oublier, donc soyez vraiment empathique, et posez-vous les bonnes questions, comment je vais pouvoir atteindre cette personne, qu'est-ce qui l'intéresse, qu'est-ce qui la passionne, et sur quoi je vais pouvoir du coup l'intéresser, tout simplement. Et voilà, comment l'intéresser, cette personne-là, en plus de faire preuve d'empathie, de s'intéresser à cette personne, et vous pouvez, voilà, une notion clé, surtout pour vous entrepreneurs, apporter de la valeur. Apporter de la valeur à votre manière de communiquer avec ces personnes, blogueurs ou journalistes. Voilà, donc typiquement, si le blogueur en face de vous vous pensez qu'il a vraiment besoin de votre produit, qui pourrait être intéressant pour sa communauté, montrez-lui par des chiffres, montrez-lui par des exemples, par une démo, envoyez-lui un produit. Si vous avez un produit à vendre, demandez-lui s'il est intéressé pour le tester. Mais soyez toujours dans ce véritable échange, pas juste j'envoie un email et puis je laisse tomber, quoi. Voilà. Vraiment, je ne m'intéresse pas du tout à la personne, à ce qu'elle pense, à ce qu'elle a envie, quelles sont ses valeurs, je m'en moque complètement. Non, soyez vraiment intéressés et dites-vous comment je vais pouvoir, elle aussi, l'intéresser. D'ailleurs, il y a un point intéressant par rapport à ça, c'est au niveau de la valeur. Si vous avez des chiffres très précis sur un marché donné, c'est quelque chose qui a une grande valeur pour les blogueurs. On le voit par exemple, on l'a vu lors du Salon des entrepreneurs, il y a eu une étude qui est parue juste avant le salon, là, il y a 2 ou 3 jours, où il y avait des chiffres très précis sur l'intérêt que pouvaient avoir les entrepreneurs l'intérêt qu'ils voulaient d'entreprendre, le nombre de personnes de plus en plus important qui voulaient entreprendre en France. Et tout était chiffré, tout était cadré, c'était super intéressant. Et là, énormément de blogueurs ont partagé parce qu'il y avait vraiment de la valeur, quelque chose d'intéressant, pas juste venez au salon, c'est super. Voilà. Et je compléterai même ce que tu dis. Donc les chiffres, c'est super pour le cerveau gauche, très rationnel. Donc les blogueurs ont vraiment 2 cerveaux, comme vous d'ailleurs, et comme tout humain. Donc 2 cerveaux, un cerveau gauche rationnel qui aime les preuves, qui aime les chiffres, qui aime quelque chose de concret, de tangible, d'où ce que tu as dit, donc ça c'est totalement réel, mais aussi le cerveau droit. Donc là par exemple, Rémi a utilisé pour cette présentation une très belle photo qui fait susciter des émotions.
Donc c'est aussi une manière de communiquer, d'intéresser votre interlocuteur. Donc là, ce n'est pas valable uniquement pour la communication avec des blogueurs ou des journalistes, mais c'est la communication interpersonnelle de manière générale. Donc si vous arrivez en plus d'apporter des chiffres et des preuves, comme disait Rémi, d'apporter cette touche émotionnelle donc qui va compléter cette relation avec la personne, ben vous allez augmenter d'autant plus vos chances de captiver un blogueur ou une journaliste. D'ailleurs, je rebondis là-dessus, j'ai oublié une petite chose au début, donc je voulais le faire maintenant. Parmi vous, qui c'est qui a déjà essayé de contacter des blogueurs et des journalistes pour parler de votre entreprise? Est-ce qu'il y en a beaucoup déjà? D'accord. Est-ce que vous avez eu de bons résultats ou pas? Levé? Non? Pas terrible? D'accord. Bon, on va essayer d'améliorer ça. Voilà, on peut passer là-dessus. Alors, une bonne communication, hein, pour faire très simple, alors il y a, il y a les fameuses choses importantes qu'il faut que vous mettiez vraiment dans vos communications. Je vous verrai tout à l'heure que ce n'est pas forcément la première communication que vous devez faire auprès d'un blogueur ou d'un journaliste. Je vais vous donner une petite astuce qui permet de les contacter avant de faire cet email-là. Mais ça, c'est vraiment les choses importantes que vous allez devoir faire à un moment donné. Présenter qui vous êtes concrètement, c'est-à-dire vraiment qui vous êtes, ce que vous faites, où vous le faites, hein, si c'est quelque chose de local, de national, d'international, vraiment expliquer très spécifiquement où vous faites ça, quand ou depuis quand, c'est-à-dire voilà, est-ce que vous venez de lancer, est-ce que vous avez lancé depuis longtemps, où vous en êtes actuellement très concrètement, le comment bien entendu, qu'est-ce que vous faites de différent et comment vous le faites, qu'est-ce que vous apportez de plus à un marché qui a probablement déjà des concurrents, car si vous pensez que vous n'avez pas de concurrents, vous vous trompez. Pourquoi vous le faites? Alors ça c'est un point, on le met quasiment en avant-dernier, mais en fait c'est le plus important. Pourquoi vous faites les choses, ça devrait être quelque chose que vous devriez penser à ça en permanence. Le pourquoi. Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une raison vraiment importante chez vous? Est-ce qu'il y a quelque chose de passionnant, une valeur, vraiment quelque chose d'utile? Pourquoi vous faites ce que vous faites? Et l'intérêt pour les gens. Voilà, concrètement, qu'est-ce que ça va apporter à vos clients, à vos prestataires, à vos fournisseurs, d'utiliser votre produit ou vos services? Je me permets de donner une source très intéressante si vous vous intéressez au pourquoi. C'est une vidéo de TED. Donc, je ne sais pas qui parmi vous connaît le site TED.com avec ses vidéos super inspirantes. Il y a une vidéo, peut-être que vous l'avez déjà vue, mais si ce n'est pas le cas, je vous encourage fortement à la regarder. C'est celle de Simon Sinek, qui est sur le cercle d'or, où il explique pourquoi, justement, les entreprises qui réussissent. Et dans ses recherches, donc recherche terrain, recherche documentaire, etc., il a découvert que c'est grâce justement à ce pourquoi, commencer sa communication par le pourquoi, qui permet donc de mieux captiver son audience, que ce soit donc des clients ou des blogueurs et journalistes. Et pour lui, le cercle d'or, c'est de commencer par le pourquoi, ensuite d'expliquer le comment, et enfin de terminer par le quoi. Et c'est de cette manière-là que Apple, notamment, a réussi à évangéliser autant de monde grâce à ce type de communication. Voilà, au lieu de dire au début on vend des ordinateurs et ensuite on a une vision, c'est plutôt l'inverse. On a une vision, on veut changer le monde, et après on fabrique des ordinateurs ou des téléphones pour changer le monde. Et c'est vraiment la grosse différence. Et en fait, ce qui est génial avec le pourquoi, c'est que vous pouvez bâtir une vraie histoire, un vrai storytelling par rapport à ce type de communication. Exactement. Et voilà, comme Napoléon, essayez de raconter des histoires. Aujourd'hui, les gens reçoivent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, surtout les gros blogueurs, les gros journalistes, reçoivent des dizaines, des centaines de messages par jour, que ce soit par email, que ce soit par téléphone parfois, que ce soit sur les réseaux sociaux. Il va falloir vous différencier d'une manière ou d'une autre. Et l'histoire, vraiment, c'est ce qui va toucher la personne en face de vous. Si vous racontez une histoire, je ne sais pas, par exemple, vous pourriez, un truc tout simple. Prenons un exemple, celui de ma compagne. Quand elle se présente, elle a créé une entreprise autour de la création de corsets, de robes de mariée sur mesure. Elle ne se présente pas du tout comme ça. Elle explique, voilà, quand elle se présente, elle dit, voilà, un soir, on n'arrivait pas à dormir, on était vraiment en insomnie, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Et par rapport à sa passion, on va créer un produit qui vraiment va plaire aux gens, qui en ont marre de la fordisation de tout, c'est-à-dire des produits qui sont tous les mêmes partout. Et elle s'est dit, voilà, moi je vais créer des robes de mariée uniques, fabriquées vraiment à l'image de la personne que j'ai en face de moi. Et effectivement, on a testé le marché, ça a fonctionné, 8 ans après, elle est toujours là. Et c'est comme ça qu'elle se présente aux journalistes, et ça lui a permis de passer à France 3, M6, W9, Énergie 12, etc. Bref, elle a eu énormément de couverture presse, pas parce qu'elle a dit, comme beaucoup de gens, je vends des robes de mariée, c'est intéressant, mais parce qu'elle a essayé de raconter une histoire autour, qu'elle a expliqué que pour elle, le corset, par exemple, c'était le meilleur soutien-gorge de la femme. Enfin, vous voyez, vraiment une histoire autour de son projet.
Et c'est quelque chose qui a très très bien fonctionné. Donc je vous invite vraiment à faire exactement la même chose. Une histoire, c'est vraiment ce qui va toucher l'émotion de la personne et qui va l'intéresser à votre projet, ou pas si vous n'en avez pas. Ouais, dans cet exemple-là très concret, on peut vraiment voir en comment l'histoire va captiver, en plus d'avoir des chiffres concrets. Donc par exemple, si je reprends cet exemple-là, je mets à la place d'un blogueur, c'est assez facile, bien sûr. On m'envoie un mail et on raconte cette histoire-là. Je trouve c'est génial, il y a une accroche, c'est quelque chose d'humain, ça part de nulle part. Et en plus, je suis sûr que voilà, on peut récupérer, et c'est peut-être ce qui a été fait, hein, récupérer des chiffres en disant voilà, la Fordisation, ça détruit tant d'emplois en France avec le Made in China, etc., etc. Et donc à la fois l'histoire plus les faits, tout ça contextualisé dans des faits d'actualité. Bam, un super sujet à partager avec ma communauté. Exactement, et justement le retour du local et du Made in France peut être effectivement un vecteur pour vous si vous êtes dans ces domaines-là, si vous lancez des produits, des services dans ce domaine-là. Et ça peut, c'est le cas pour plein d'autres choses, d'ailleurs on va le voir juste après au niveau de l'actualité, je crois. Non, c'est un petit peu plus loin. Voilà. Faites vos devoirs. Alors faites vos devoirs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez une liste de blogueurs et de journalistes que vous voulez cibler spécifiquement, faites des recherches sur eux. Ne les contactez pas comme ça du premier coup, sans savoir qui ils sont, ce qu'ils ont fait, quelle est leur histoire, quelles sont leurs valeurs et leurs passions. Essayez de vous intéresser à eux un minimum, ça prend un petit peu de temps, il va falloir travailler bien sûr, mais au moins vous aurez de bien meilleurs résultats au final, parce que vous allez comprendre vraiment qu'est-ce qui les motive, et donc vous allez pouvoir taper juste et avoir une communication beaucoup plus précise sur leurs valeurs à eux. Par exemple, si vous étiez blogueur ou journaliste, est-ce que vous préférez que si moi j'étais par exemple quelqu'un qui aimerait que vous parliez de moi ou de mon entreprise, il y a deux types de scénarios. Je viens vous voir en disant « Bonjour, alors je m'appelle Jérôme Waro, je suis coach en soft skills et en ce moment les soft skills c'est un truc d'actualité, c'est super. » Premier scénario. Deuxième scénario, alors bonjour, donc j'ai vu que vous avez un blog sur l'entrepreneuriat, j'ai trouvé super l'interview que vous avez faite de cet entrepreneur qui parlait justement donc, de robe de mariée. C'était vraiment inspirant et en fait ça m'a inspiré aussi pour mon activité parce que je me suis rendu compte que cette femme-là avait ces compétences-là, etc., etc. Et d'ailleurs, moi je suis dans ce domaine-là. Est-ce que vous comprenez un petit peu la différence d'approche dans ces deux scénarios? Il y a une grosse différence d'approche et attention, on n'est pas en train de parler de manipulation. C'est fait dans le respect de tout le monde. Je veux dire, il n'y a pas, il y a un vrai intérêt pour la personne. Et je pense qu'au final, c'est intéressant pour tout le monde parce que aussi bien vous que la personne en face, vous allez apporter de la valeur mutuellement. Après, c'est comme dans les relations interpersonnelles. Si quelqu'un vient vers vous et on la sent totalement intéressée, en disant « Ah oui, j'ai regardé une vidéo sur votre blog pour chercher quelque chose qui va faire une accroche, pour enfin vendre mon truc gratuitement », ça se ressent. Donc ça se ressent à travers les mails ou ça se ressent de toute manière. Donc après, c'est toujours avoir le réflexe, c'est ce que j'enseigne, désolé si je me répète, mais vraiment toujours se mettre à la place de la personne que vous contactez, tout le temps. Parce que c'est là que vous allez dire, ok, si j'étais cette personne, comment j'aimerais qu'on me parle? Exact. Merci Jérôme. Donc le sur-mesure, vous voyez ma compagne est là, derrière sa machine à coudre. Donc en fait, le sur-mesure, c'est ça, c'est vraiment se dire comment on va adapter notre communication vraiment aux personnes spécifiques et éviter de taper un peu à toutes les portes, à tous les râteliers. Donc ce qu'on peut dire vraiment par rapport à ça, c'est que au niveau sur-mesure, c'est vraiment vous adapter à la situation, quoi. Pas vous dire je vais taper à la même chose, je vais dire la même chose à tout le monde, quoi. J'ai une petite anecdote par rapport à ça, c'est par rapport à ce sur-mesure-là. C'est souvent, il y a des personnes, comme par exemple pour rechercher un emploi ou une lettre de motivation, ils ont toujours le premier paragraphe un petit peu amovible, où on va adapter quelques mots-clés, etc. Et ensuite, le texte un petit peu plus standard. Et c'est vrai que ça en voit souvent, et notamment sur Gmail, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'on fait un copier-coller. Des fois, le texte, il n'est pas exactement pareil que le reste. Donc on voit que c'est un copier-coller. Donc on voit que c'est du semi-sur-mesure en fait. Donc voilà pour la petite anecdote pour illustrer un petit peu ce que tu dis. Ouais, c'est vraiment il y a beaucoup trop d'automatisation et pas assez de respect de la personne en face. Voilà. Et justement, donc pour compléter là-dessus, sur le sur-mesure, rien de mieux que les réseaux sociaux avant d'attaquer avant d'attaquer Rémi par téléphone par exemple. Voilà, je voulais vraiment, ça c'est important, c'est une astuce qui fonctionne vraiment extrêmement bien. Si vous voulez vraiment toucher le bon blogueur, le bon journaliste, celui que vous avez identifié, plutôt que d'envoyer tout de suite un email ou de l'appeler par téléphone,
Utilisez les réseaux sociaux. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que c'est moins intrusif. C'est-à-dire que vous allez pouvoir discuter avec lui avant de vouloir vraiment lui proposer votre produit ou service. Donc il va y avoir une première relation. Même, ça peut être juste un petit échange sur Twitter, hein, c'est vraiment rien du tout. Mais au moins la personne va savoir que vous existez avant de recevoir peut-être votre communiqué de presse ou quoi que ce soit d'autre. Il y a d'autres raisons. Il y a le fait que voilà, les emails, souvent, moi j'ai le cas en tout cas, hein, il y a énormément de gens que j'ai pu contacter par Twitter par exemple, que je n'ai jamais pu avoir par email. À chaque fois que j'envoyais un email, ça partait, et il ne se passait jamais rien. Alors peut-être que j'étais pas assez bon, c'est possible, pas assez spécifique, mais en tout cas, j'arrivais beaucoup plus facilement à commencer la conversation sur Twitter ou LinkedIn et ensuite à les contacter par téléphone ou par email parce qu'ils acceptaient que je les contacte. Voilà, tout simplement. Donc vraiment, je vous invite à le faire, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Commencez à discuter avec eux. En plus, ça va vous permettre de savoir de quoi ils parlent régulièrement, qu'est-ce qui les intéresse, qu'on disait tout à l'heure. Et vous allez pouvoir très facilement engager la première petite conversation qui va vous permettre d'avoir le pied à l'étrier, de mettre le pied dans la porte pour pouvoir les convaincre de parler de vous ensuite. Par exemple, une autre anecdote, c'est l'utilisation de Twitter. Donc, on l'utilise beaucoup pour le salon des entrepreneurs. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté en amont du salon. Et du coup, ça me donne envie de les voir en vrai le jour J lorsque j'y suis. Donc, ça permet de gagner du temps plutôt qu'après coup, par exemple. Donc, ça permet aussi de faciliter la rencontre physique lors d'événements aussi. Donc là, c'est un exemple très concret en ce moment avec le salon des entrepreneurs, par exemple. Exactement, on peut avoir la première discussion sur les réseaux et ensuite rencontrer la personne sur place et pouvoir nouer des partenariats ou des deals journalistiques ou blogueurs. Exactement. Et du coup, tout ça rejoint également la notion de temporalité, parce qu'avec les réseaux sociaux, vous avez cette notion-là également, que vous n'avez peut-être pas autant par email, par exemple, et qui débouche justement sur cette notion de timing. Voilà, le timing. Alors oui, il y a deux choses. Il y a effectivement ce que tu viens de dire, mais il y a aussi, il faut savoir que par exemple, beaucoup de journaux, beaucoup de médias ont en fait le matin, souvent entre 9h et 11h, des conférences un petit peu autour de ce qui va se passer, de ce dont quoi ils vont parler dans la journée. Et donc du coup, ça peut être à ce moment-là qu'il faudrait les contacter ou leur envoyer votre fameux mail avec la présentation de votre projet. C'est à cette heure-là que ça fonctionne le mieux en fait. Moi, j'ai pu faire pas mal de tests là-dessus. Et c'est vrai que c'est là où j'ai le plus de retours. Donc n'hésitez pas à essayer d'attaquer à ce moment-là, que ce soit sur les réseaux sociaux ou par email. Et également, donc, lorsqu'on parle de timing, c'est aussi donc, de temporalité par rapport à l'actualité. Voilà, là on a deux exemples qui sont vraiment super intéressants. Si vous êtes complètement en dehors d'actualité, il y a beaucoup de journalistes qui vont complètement vous ignorer. Parce que eux, ce qui les intéresse, c'est d'avoir le fameux scoop, vous le savez. Ils veulent avoir des informations intéressantes. Donc là, on a l'exemple de Blablacar qui, à chaque fois, je dis bien à chaque fois, qu'il y a une grève SNCF, commence à communiquer à l'avance, parce qu'ils savent que ça va jouer pour eux. Et à chaque fois, tous les journalistes reprennent leur communiqué de presse, et à chaque fois, ils se font de la publicité gratuite comme ça. Donc là, c'est un exemple qui est vraiment marquant, on le voit à chaque fois, vous verrez, à chaque fois qu'il y a une grève SNCF, ils sont dedans, et ça marche à tous les coups. Alors là, il y a un autre exemple américain qui est assez incroyable, qui s'est passé l'année dernière, pendant le Super Bowl, pendant la finale du Super Bowl en 2013. C'est Oreo, en fait, il y a eu une coupure de courant pendant quelques minutes. Ils ont créé, en 5 minutes, ils ont créé ce tweet, donc en fait, c'est une image qu'ils ont tweetée, qui a été partagée 15 000 fois, budget comme 0. Voilà. Très clairement, et ça a été la pub la plus reconnue dans le Super Bowl. Alors pour vous donner une indication, normalement une pub dans le Super Bowl, 30 secondes, c'est dans les 4 millions de dollars. Voilà, donc ça vous donne une idée un peu de l'intérêt d'avoir fait ce genre de communication. Même si en plus, ce qui est assez drôle, c'est qu'Oreo avait fait une vraie pub payante en plus pendant le Super Bowl. Mais celle-là a mieux fonctionné. Donc voilà, donc soyez à l'affût de l'actualité pour pouvoir la saisir en vol et donc être dans le bon timing justement. Voilà, oui, pardon, excuse-moi. Non, pardon, vas-y. Oui, pardon. Quand vous trouvez une actualité qui vraiment peut coller d'une manière ou d'une autre à votre business, essayez de l'utiliser pour communiquer. Parce que grâce à ça, donc, vous allez pouvoir avoir des passages, par exemple, chez Rémi Bigot, par exemple, ou sur pourquoientreprendre.fr. Et vous pourrez en profiter pour utiliser ça comme un argument supplémentaire pour démarcher d'autres journalistes ou blogueurs. Voilà, c'est ça. Il y a quelque chose que beaucoup de gens oublient de faire, beaucoup d'entreprises oublient de faire, c'est quand elles ont une première publication, que ce soit dans la presse, que ce soit à la télé, que ce soit à la radio, c'est qu'elles oublient de communiquer dessus. Mais vraiment, où elles le font très très mal, elles mettent juste un logo quelque part caché sur le site internet, elles n'essayent pas d'aller récupérer le flux, d'aller récupérer l'audio et de l'afficher. Et ça a de gros avantages, parce que déjà, ça convainc d'une manière ou d'une autre vos visiteurs que vous êtes quelqu'un de sérieux, ça c'est très important. Et deuxièmement, ça va convaincre plus facilement d'autres journalistes et d'autres blogueurs de parler de vous ensuite. Moi j'ai le cas, c'est vrai qu'à partir du moment où vous avez une première télé,
tout de suite les choses s'enchaînent et on commence à vous contacter beaucoup plus facilement. Donc le plus dur, c'est d'avoir la première. Donc quand vous l'avez, utilisez-la d'une manière ou d'une autre, quoi. Vraiment communiquez dessus aussi, parce que c'est dommage de passer à côté. Et en plus, ce qui est intéressant également dans cette démarche-là, lorsque vous mettez en avant un passage, vous êtes aussi quelque part reconnaissant envers le blogueur ou le journaliste qui vous a fait confiance. Et donc il y a vraiment un échange en fait humain par rapport à ça. Ce n'est pas du one shot, merci, à la prochaine. C'est vraiment, j'étais vraiment ravi et honoré que vous ayez parlé de moi. Et c'est vrai que c'est assez gratifiant pour un blogueur ou un journaliste d'avoir ça en retour. Très clairement. Et ça débouche sur une autre approche, oui, c'est garder le contact, effectivement. On vient d'en parler rapidement, mais c'est une fois que vous avez commencé à avoir le premier contact avec un journaliste, même si vous êtes dans des discussions, que ça prend un peu de temps, etc., gardez quand même le contact. Surtout si vous avez eu un premier passage, parce qu'en fait, vous allez pouvoir, si vous faites les choses correctement, vous allez pouvoir savoir à peu près précisément ce que ça vous a apporté comme trafic, surtout si c'est sur un site internet avec un lien. Donc vous allez pouvoir savoir rapidement ce qui vous rapporte quelque chose et ce qui vous rapporte un peu moins. Et donc pouvoir cibler ce qui marche bien pour vous et essayer de les recontacter régulièrement pour avoir de nouveaux passages, suivant votre actualité bien entendu. Ne les contactez pas si vous n'avez rien à dire de nouveau. Vous risquez de les énerver ou de ne pas du tout les intéresser au final. Donc c'est pas non plus très respectueux. Voilà, et ne les contactez pas non plus toutes les semaines, parce que généralement les blogueurs ne sont pas blogueurs à plein temps. Par exemple, toi, tu es blogueur, mais tu fais pas que ça. Non. Et voilà, c'est pareil, j'ai d'autres activités à côté. Donc généralement les blogueurs ne sont pas que blogueurs. Et c'est vrai que ça, on ne s'en rend pas forcément compte. Et donc notre temps est vraiment limité. Donc c'est vrai que si vous pouvez en plus faire gagner du temps et vraiment être efficace plutôt qu'être productif, vous voyez la nuance ? Productivité, faire le plus de choses possible en un minimum de temps. Efficacité, c'est faire le moins de choses possible pour avoir le meilleur résultat possible. Donc voilà, encore une notion de soft skills comme ça articulée. Et en parlant justement donc, de ces fameuses compétences, une très importante, c'est la persévérance. Oui, la persévérance, oui, vous allez avoir beaucoup d'échecs, malgré tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Vous risquez d'avoir un taux de retour quand même faible. Faut garder espoir, car si vous utilisez ce qu'on a dit un petit peu, vous essayez de rebondir sur l'actualité, vous personnalisez vraiment vos communications, vous vous renseignez sur les personnes à qui vous envoyez, vous aurez quand même un taux de retour intéressant et il faut garder cette persévérance parce que parfois, ça va pas marcher une fois, mais ça peut marcher la fois suivante. Donc voilà, ne perdez pas non plus espoir, vous pouvez tout à fait réussir. Et souvent, ce qui se passe, en fait, c'est vraiment le premier passage qui est le plus difficile. Après, les choses peuvent s'enchaîner assez rapidement. Et quand je vois cette citation-là, ça me fait également penser à une autre citation qui est connexe. C'est connexe, c'est ça. C'est celle de Winston Churchill qui parlait justement d'optimisme et qui disait que l'optimisme, c'est de naviguer d'échec en échec tout en gardant son enthousiasme. Et je pense que c'est totalement en adéquation avec la persévérance. Persévérer, mais avec enthousiasme, avec sourire, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable d'échanger avec une personne qui a du peps, qui a de la joie, qui a de l'enthousiasme, que quelqu'un qui est un petit peu aigri ou voire frustré. Et oui, tout à fait. Donc à vous de jouer. Voilà, à vous de jouer. Il y a pas mal d'autres choses qu'on pourrait dire. On ne peut pas tout dire en 30 minutes. On pourrait aller beaucoup plus loin. Par contre, moi, ce que j'aimerais, c'est en savoir un peu plus sur vous, qui vous êtes, quelles sont vos questions vraiment précises sur le sujet. Si vous voulez aller plus loin, on est disponible pour vous maintenant pour répondre à vos questions précises sur vos projets. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, si vous voulez discuter aussi par Twitter, parce que comme vous avez vu, on est bien aussi tweeté, il y a Rémi Bigot, et pour moi, c'est @JERO 974 pour l'île de la Réunion. Voilà. Merci à tous encore d'être venus, c'est vraiment sympa. Merci beaucoup.